Bonsoir à toutes et tous. Alors oui, c'est un moment assez important, je pense, parce que déjà, pour le ministère de la Culture, c'est un partenariat inédit de travailler avec le CEREMA. Mais c'est pas parce que c'est inédit que ça sera pas bien. Au contraire, je pense que c'est de plus en plus nécessaire de créer des alliances inédites quand on a un objectif qu'on ne peut pas tenir tout seul. Corinne, peut-être tu nous dis ce qu'est le CEREMA. Ah ben ça, je laisserai Cédric le dire, parce que même CEREMA, je sais bien à quoi ça sert, mais je ne sais pas ce que ça veut voilà, dire. Comme nous tous, donc c'est pour ça que je me permettais de... Oui, donc aujourd'hui, on ne le détaille pas complètement. Maintenant, on dit CEREMA, mais en fait, on a un établissement public d'expertise, donc où on change en plus sa gouvernance là, cette année, puisque avant on avait une gouvernance uniquement État, et aujourd'hui on a une gouvernance un petit peu particulière puisqu'elle est partagée avec les collectivités qui seront également adhérentes. Et donc notre mission, c'est d'accompagner les territoires et les acteurs dans la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. On a globalement 6 grands domaines d'activité qui tournent autour de l'aménagement du territoire, la mobilité, l'infrastructure, la mer et les risques, et puis le bâtiment que je représente aujourd'hui. Donc mon directeur s'excuse de son absence, il est indisponible pour lancer ce palmarès. Mais voilà, donc on est un trait d'union entre à la fois, on va dire, l'administration qui édicte les règles et les opérateurs comme vous qui mettent en œuvre finalement et qui essayent de faire la transition écologique. Et donc, en termes de mission, on va de la recherche à l'expertise, la formation, et puis vous trouverez également pas mal de publications, puisque notre travail, c'est aussi de capitaliser, et vous avez évoqué par exemple tout à l'heure la question du réemploi. Vous trouverez des retours d'expérience sur notre site sur 14 opérations de réemploi, par exemple. Merci beaucoup. Alors, ce palmarès. Donc, ce palmarès, c'est un palmarès qu'on a appelé REHAB 20, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous savez, enfin, vous ne savez pas d'ailleurs, que depuis 1991, donc ça ne date pas d'hier, au sein de l'Union européenne et même du Conseil de l'Europe, donc l'Europe en tant qu'espace culturel qui est plus large que l'Union européenne, on se soucie de la démolition assez rapide du patrimoine, enfin j'aime pas le mot patrimoine en fait, des constructions du XXe siècle. Et y compris de toutes celles qui datent de l'après-guerre et qui pourtant sont à la fois des témoins de l'architecture d'alors, mais aussi qui sont des témoins de l'évolution très rapide de nos sociétés et de nos modes de vie. Donc face à ce constat, le Conseil de l'Europe avait émis une déclaration pour que dans tous les pays d'Europe, on commence à mettre en lumière cette architecture. C'est ce que la France a fait avec un premier label qui s'appelait le label Archi20. C'était juste une mise en lumière. Depuis, on s'est rendu compte que certes, la mise en lumière, c'était pas mal, ça permettait de se dire, tiens, bah, ça, ah oui, c'est intéressant, c'est pas en vieille pierre et pourtant, c'est bien. Et donc, on a renforcé le dispositif avec un nouveau label qui s'appelle Architecture contemporaine remarquable, qui vise à non seulement repérer des bâtiments intéressants de moins de 100 ans, mais aussi de viser une transformation respectueuse. Ce n'est pas du tout comme une protection monument historique où on va figer un état. C'est bien de se dire, on a une architecture qui a un intérêt, elle a besoin d'être
remise à niveau, alors que ça soit les questions d'usage, de performance technique, thermique, et j'en passe et des meilleurs. Ça doit être l'objet d'un projet d'architecture qui s'appuie sur l'architecture initiale et qui transforme et qui rend de nouveau ce bâtiment performant. Donc c'est vraiment un label de projet. C'est assez dur à faire comprendre, mais c'est un label de projet. Et on a tellement de difficultés à faire comprendre cette notion qu'on s'est dit, ben, en fait, on va montrer que c'est possible. Alors en élargissant le panel, parce que sur les seuls édifices labellisés, ce n'était pas suffisant, en élargissant le panel à toutes les constructions postérieures à 1950, qui ont été réhabilitées, donc c'est sur des opérations finies, mises en service, qui ont été réhabilitées vraiment de manière qualitative d'un point de vue architectural, mais aussi qualité d'usage et performance technique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, faisons un palmarès pour faire remonter de bons exemples qui montrent que c'est possible. Donc, on a imaginé des partenariats un peu sur la même base que dans le cadre de Engagés pour la qualité du logement de demain, entre un architecte et un maître d'ouvrage qui puissent finalement présenter un dossier commun sur une opération que les deux considèrent comme intéressante et exemplaire. Donc on va avoir une plateforme qui va s'ouvrir pour déposer les dossiers. L'idée, c'est ensuite d'avoir une expertise de l'ensemble de ces projets et qui va être à la fois une expertise architecturale et une expertise technique qui va permettre d'identifier une vingtaine de lauréats. Donc ne me demandez pas encore ce qu'on a prévu pour la valorisation parce qu'on n'a pas encore pensé, mais c'est sûr qu'on va faire du ramdam autour de ces lauréats. S'il y en a beaucoup plus de très intéressants, ben peut-être qu'on en aura beaucoup plus et ce n'est pas grave. Mais l'idée est au contraire, ça serait vraiment bien, mais l'idée c'est vraiment de constituer des banques d'exemples, de les capitaliser, de les porter, de montrer que ça marche et vraiment d'en faire finalement des sortes de modèles. Moi, peut-être qu'on les labellisera architecture contemporaine remarquable, enfin j'en sais rien, j'ai plein de trucs, mais en tout cas que ça soit vraiment des projets qui soient reconnus pour leur qualité d'ensemble. Et donc c'est la raison, comme nous on pense que peut-être éventuellement on a l'expertise architecturale, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'expertise technique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, allions-nous avec les gens qui ont l'expertise technique et qui sont le CEREMA et qui ont le sens du projet. C'est pour ça qu'on ne s'est pas associé avec le CSTB, qui aurait été un peu plus ceinture et bretelles. Voilà. En tout cas, on partage, et dans le cadre de ce partenariat, justement, on était convaincus que faire la transition écologique s'appuiera sur le cadre bâti existant, de toute façon. Et donc, notre idée, c'est de faire la démonstration collectivement qu'on est capable de trouver des solutions pour chaque situation. On a travaillé ensemble avec différents partenaires, par exemple, sur le bâti ancien. On a un centre de ressources qui s'appelle le CREBA sur le bâti ancien. Et quand le ministère de la Culture est venu nous voir pour nous dire on voudrait travailler également sur le bâti seconde moitié du XXe, eh ben on a dit oui, ça nous intéresse puisqu'on doit trouver de toute façon des solutions pour chaque situation. La transition, elle se fera sur le cadre bâti existant. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle beaucoup énergie en ce moment, mais nous, la vision qu'on a et qu'on partage, c'est d'inscrire justement ces bâtiments-là dans les prochaines décennies. Et on sait que les prochaines décennies, ça ne va pas être uniquement la question énergétique d'hiver. Ça va être la question de l'adaptation au changement climatique, donc la question du confort d'été, par exemple. Ça va être la question de l'eau. Ça va être la question de la robustesse aux usages. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les bâtiments vont changer plus rapidement d'usage.
On l'a vécu par exemple sur le bâtiment tertiaire, sur la question du Covid, de la mise en place du télétravail, mais on est conscient qu'en fait que le bâti va subir dans les prochaines décennies beaucoup de modifications. Et donc l'idée, c'est d'emmener justement ce cadre bâti existant avec une qualité architecturale qui s'intégrera dans la ville. Et c'est pour ça que nous, on apportera également notre expertise à la fois, bien sûr, sur la dimension énergétique, sur la performance environnementale, la question de l'emploi des matériaux, mais aussi sur la question des usages, sur lequel on a une expertise déjà depuis longtemps, sur la question de la qualité d'usage. Voilà. Merci. Alors Corinne, ce calendrier que je vois s'afficher... Alors, je vais le regarder de plus près parce que je l'ai voit pas en rien, tête par cœur. Je suis désolée. Donc là, on est sur la phase de dépôt de candidature. Donc, vous allez avoir une plateforme dédiée pour déposer les candidatures incessamment. On va donner au moins un mois et demi pour commencer, pour déposer les candidatures. Une fois qu'on aura le stock de dossiers, on fera une préanalyse technique comme pour beaucoup de projets. On pourra ensuite annoncer les dossiers qui seront présélectionnés pour le jury final. Évidemment, cette étape-là, on en a besoin uniquement si on a 300 candidatures, parce que si on en a 21 pour choisir un lauréat, mais pitié, on ne veut pas avoir que 21 candidatures. C'est pas possible qu'on n'en ait pas plus, quoi, vu ce qu'on sait de l'activité des architectes aujourd'hui. Et donc là, pour avoir un jury final, on vise l'automne. On n'est pas sûr, on voulait faire les annonces au moment des Journées nationales de l'architecture, mais il y a un bouchon sur le nombre de trucs à annoncer au moment des JNA. Donc on se dit que c'est beaucoup trop important, cet enjeu de réhabilitation et de transformation de l'existant, qu'il faut qu'on en fasse un événement en soi, et ça sera plutôt un peu plus tard dans le courant de l'automne. Donc vous voyez à peu près la séquence. Notre idée, c'est d'en faire un palmarès annuel, histoire d'avoir finalement un stock de projets exemplaires qui se constitue. Alors on mettra peut-être des variantes pour thématiser les années en fonction de ce qu'on verra apparaître dans la première année. Mais vraiment, on compte sur vous pour candidater parce que c'est extrêmement important de faire de la démonstration qu'on n'est pas obligé de bousiller de la vraie très bonne architecture du XXe siècle pour l'isoler thermiquement, que quand on achète un anorak, ça peut être un anorak de très bonne qualité, c'est pas obligé d'être de la merde. Voilà. On l'avait tous entendu, mais tu l'as dit. Voilà. Donc là, on est plutôt dans l'idée de faire des choses qui relance un bâtiment et qui soit de nouveau quelque chose qui s'inscrive dans le paysage urbain, même, je dirais même, c'est même pas sans honte, c'est avec fierté et en remettant évidemment au centre de tout ça le rôle de l'architecte, de sa relation au maître d'ouvrage, et ça s'inscrit aussi dans un travail économique plus global pour replacer l'architecte dans le cadre de la décarbonation comme un acteur majeur, ce qui était le lien de la table ronde, le lien évident et grossier avec la table ronde précédente. Absolument, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était un peu cousu de fil blanc, oui. Mais bon, c'est pas grave. C'est en pleine cohérence avec l'intervention de la MAF, et évidemment, ça remet l'architecte au centre d'une responsabilité collective. Et il est évident que la réhabilitation, c'est un vrai sujet, un sujet qu'on porte tous, qui, même à l'export, est un sujet important.
Exactement. qui fait la transition avec la suite Exactement. qui est l'annonce du palmarès du Grand Prix AFEX de l'architecture française dans le monde. Merci beaucoup à Merci, vous deux. on espère Donc vous voir un seul nombreux. message, Merci. on compte sur vous. Absolument, absolument.